Et si une forêt pouvait effacer votre existence sans laisser de traces? Bienvenue dans la minute où tout bascule. Le Vermont, au nord-est des États-Unis, une région montagneuse vaste, sauvage. En plein cœur de ces paysages se trouve une zone surnommée le Triangle de Bennington. Officiellement, ce n'est qu'une partie des montagnes vertes entre les villes de Bennington, Woodford et Somerset. Mais officieusement, c'est un endroit qu'on dit maudit. Entre 1945 et 1950, 5 personnes ont disparu ici. Pas dans des conditions banales, elles se sont tout simplement volatilisées. Aucune trace, aucun corps, rien. Et même aujourd'hui, ces affaires restent non résolues. Tout commence le 12 novembre 1945. Midi Rivers, un homme de 74 ans, connaît la région comme sa poche. Ancien guide de chasse, il accompagne un petit groupe dans la forêt le long du Long Trail, un sentier de randonnée qui traverse le Vermont du nord au sud. Lors du retour vers le camp, il prend un peu d'avance sur le groupe. Ce sera la dernière fois qu'on le voit. Les recherches commencent immédiatement. Près de 300 personnes, des volontaires, des policiers, des chiens et même l'armée sont mobilisés. On retrouve une cartouche de fusil que Midi aurait pu faire tomber, mais c'est tout. Pas de corps, pas de vêtements, rien. L'homme s'est littéralement évaporé. L'affaire fait un peu de bruit à l'époque, mais on finit par conclure à une mort accidentelle dans la nature. Après tout, c'est un homme âgé. Il a peut-être chuté, s'est perdu, rien de surnaturel là-dedans. Du moins, c'est ce que tout le monde pense, jusqu'à l'année suivante. Le 1er décembre 1946, soit presque un an jour pour jour après la disparition de Midi Rivers, une autre personne disparaît sur le même sentier. Paula Weldon, 18 ans, est étudiante à Bennington College. C'est une jeune femme brillante, discrète, passionnée de randonnée. Ce dimanche-là, elle dit à sa colocataire qu'elle va faire une balade dans les bois pour prendre l'air. Elle n'a ni manteau chaud, ni sac de randonnée. Rien ne laisse penser qu'elle compte partir longtemps. Elle prend la direction du Long Trail. Plusieurs témoins la voient. Un couple de randonneurs marche derrière elle à un moment donné. Elle grimpe devant eux puis disparaît dans un virage du sentier. Quand ils arrivent à ce même virage, Paula n'est plus là. Pas de cris, pas de chute entendue, rien. Le lendemain, ses colocataires s'inquiètent de ne pas la voir revenir. La police est prévenue, les recherches s'intensifient. Hélicoptères, chiens pisteurs, des centaines de volontaires. On fouille les bois, les grottes, les rivières. On interroge des témoins dans tout l'État. Même le FBI est impliqué. Mais encore une fois, aucune trace. Le cas de Paula Weldon devient une obsession. Les journaux en parlent partout dans le pays. Certains affirment qu'elle a été enlevée, d'autres qu'elle a voulu fuir. Mais il n'y a aucun indice, aucun message, aucune empreinte. Sa disparition reste une énigme totale. Ce mystère aura un impact inattendu. Face à l'impuissance des autorités locales, l'État du Vermont crée officiellement sa propre police d'État en 1947 pour ne plus jamais dépendre uniquement des ressources locales en cas de crise. Mais malgré ça, les disparitions continuent. En 1949, 3 ans après Paula Weldon, les gens parlent encore du triangle de Bennington, mais pour beaucoup, ce ne sont que des coïncidences, des disparitions malheureuses dans un coin de nature sauvage. Et puis, il y a James Tedford. James est un ancien soldat, il vit dans une maison de retraite pour anciens combattants à Bennington. Début décembre, il rend visite à sa famille dans le nord de l'État. Rien d'anormal, un petit séjour, une parenthèse tranquille, puis il reprend le bus Greyhound pour rentrer à la maison. Et c'est là que tout bascule. Le bus arrive à destination, les passagers descendent, sauf James. Il n'est pas là. Son bagage est encore à bord. Il était pourtant bien monté dans le bus. Plusieurs passagers l'ont vu assis à sa place pendant le trajet. Il ne s'est pas arrêté aux arrêts précédents. Personne ne l'a vu sortir et pourtant il a disparu en cours de route. Comme s'il s'était évaporé à l'intérieur même du véhicule. Les enquêteurs vérifient tout. Arrêts, témoins, personnel du bus, rien. Pas une trace. Même son siège ne montre aucun signe de lutte ou d'agitation. Il était là et soudain, il ne l'était plus. Cette disparition trouble profondément les habitants. Ce n'est plus une simple forêt qui avale des randonneurs. C'est une présence, une force qui suit les gens au-delà des arbres. À partir de ce moment-là, on ne parle plus de hasard. Certains évoquent des failles spatio-temporelles, d'autres des enlèvements paranormaux. On raconte que le triangle de Bennington n'est pas un lieu, mais un piège. Un piège qui choisit ses victimes.
Le 12 octobre 1950, la forêt commence à prendre une réputation étrange. Les habitants du coin n'en parlent pas toujours ouvertement, mais tout le monde sait. Ce jour-là, Paul Jepson, 8 ans, monte dans le camion de sa mère. Elle travaille comme gardienne dans une ferme près de Glastonbury, au cœur du fameux triangle. Paul l'accompagne souvent. Il aime les bêtes, l'air frais, et il connaît bien les environs. Arrivé sur place, la mère de Paul descend quelques instants pour nourrir les cochons. Paul, lui, reste dans le camion, porte fermée, une routine. Quelques minutes tout au plus. Quand elle revient, le camion est vide. Elle panique immédiatement. Elle sait qu'il n'est pas du genre à fuguer. Les recherches commencent presque aussitôt. On quadrille la zone. Des centaines de bénévoles encore une fois, des chiens, des équipes armées. Rien n'est laissé au hasard. Et pourtant, rien. Pas une trace de pas, pas de cris, pas de vêtements, comme si l'enfant avait été aspiré par l'air lui-même. Un détail rend l'affaire encore plus glaçante. Paul portait un manteau rouge, rouge vif, une couleur qu'on repère de loin, même dans la densité des bois. Et pourtant, même ce rouge-là disparaît. Certains commencent à parler de malédiction, d'entité, d'un lieu qui aurait faim. Et il y a ce détail troublant. Quelques jours avant sa disparition, Paul aurait dit à sa mère qu'il avait envie d'aller faire une promenade dans la forêt. Juste comme ça, comme si quelque chose l'appelait. Les anciens commencent à reparler des légendes Abénakis, les peuples autochtones qui considéraient la forêt de Glastonbury comme maudite, un endroit à éviter, un lieu habité par une pierre qui avale les hommes. Et à ce moment-là, le triangle ne semble plus être un mythe. Le 28 octobre 1950, 2 semaines après la disparition du petit Paul, le Vermont est en tension. Les habitants parlent à voix basse, la peur commence à grignoter le quotidien. Frida Langer, 53 ans, est en randonnée avec son cousin dans les montagnes vertes, près du Somerset Reservoir. Elle connaît la région, elle est robuste, habituée à marcher pendant des heures. Mais ce jour-là, lors d'une simple traversée de ruisseau, elle glisse et se mouille. Rien de grave. Elle décide alors de faire demi-tour seule pour se changer. Le campement est tout proche, à peine quelques centaines de mètres. Son cousin la regarde partir confiant, mais elle ne reviendra jamais. Quelques heures passent, l'inquiétude monte. Les recherches sont lancées dès le lendemain et elles vont durer des semaines, puis des mois. Le plus troublant, c'est l'ampleur des moyens déployés. Des équipes quadrillent les bois, les lacs, les collines. La zone est fouillée méthodiquement, centimètre par centimètre. Même les zones sans accès direct sont explorées. Les chiens passent, le silence répond toujours. Puis, le 12 mai 1951, soit 6 mois plus tard, son corps est retrouvé en état de décomposition avancée, mais dans un endroit déjà fouillé plusieurs fois, au tout début des recherches. Il est là, étendu dans une clairière dégagée, comme posé. Pas caché, pas enfoui, visible. Le médecin légiste ne peut pas déterminer la cause exacte du décès. Trop de temps s'est écoulé depuis son décès. Trop d'humidité, trop de mystères ont effacé les preuves. Mais une question glace tout le monde. Comment un corps peut-il réapparaître dans une zone déjà inspectée plusieurs fois ? Les spéculations repartent de plus belle. Quelqu'un aurait-il déplacé le corps ? Mais pourquoi attendre 6 mois ? Pourquoi faire ? Et comment aurait-il échappé à toutes les recherches ? D'autres sont persuadés que Frida n'était pas morte, pas tout de suite, qu'elle a été gardée ailleurs. Pourquoi ou par qui ? Personne n'ose l'imaginer. Le triangle n'a pas rendu d'autres corps, juste celui-là, comme un message. Un avertissement silencieux. Entre 1945 et 1950, 5 personnes, 5 disparitions, 5 mystères. Le triangle de Bennington n'a plus jamais connu de cas aussi marquants depuis, mais la légende est restée, car aucune de ces affaires n'a jamais été résolue. Alors forcément, les théories se sont multipliées. Les plus rationnelles évoquent un terrain difficile, pente raide, grotte profonde, changement soudain de météo. Une simple chute, un malaise et un corps peuvent vite devenir introuvables. La faune locale, les ours, les coyotes pourraient aussi expliquer certaines disparitions, même si aucun signe d'attaque n'a jamais été retrouvé. Il y a aussi les erreurs humaines, des disparitions volontaires peut-être, une fuite, une vie secrète, des accidents maquillés, mais ça ne colle jamais complètement. Pas pour un enfant de 8 ans, pas pour un soldat disparu à l'intérieur d'un bus. Alors viennent les autres hypothèses, celles qu'on chuchote.
Des ufologues parlent d'enlèvements extraterrestres, une zone d'activité magnétique intense, des interférences spatio-temporelles, des failles dans la réalité, des portails, des trous dans le tissu du monde. D'autres évoquent la pierre qui avale les hommes, tirée des mythes des Abénakis. Selon eux, certains lieux sont maudits, vivants, habités par une entité ancienne, affamée qui se nourrit de présence humaine. Elle ne tue pas, elle efface. Et puis, il y a cette sensation. Ce sentiment partagé par ceux qui ont mis les pieds là-bas, celui d'être observé, d'être suivi sans jamais voir quoi que ce soit. Le vent ne souffle pas pareil dans le triangle. Le silence y est plus dense, comme si le monde y retenait son souffle. Est-ce qu'il y a une explication simple ? Peut-être. Mais alors pourquoi n'a-t-on rien trouvé ? Pas une trace, pas un cri, pas même un bouton de chemise. Ou alors, est-ce que certains endroits ne veulent tout simplement pas livrer leurs secrets ? Certains disent que si vous marchez seul sur les sentiers du triangle de Bellington et que vous vous arrêtez un instant, vous pouvez entendre un murmure juste derrière vous. Mais quand vous vous retournez, il n'y a rien. Minuit est passé, mais certaines histoires ne s'arrêtent jamais.